Eh ben bonjour, Dema Darnold. Ben voilà, je suis aujourd'hui à Washington et je profite d'avoir fait ce voyage pour raison professionnelle pour parler un peu de ce qu'on voit derrière, c'est-à-dire des institutions auxquelles cela fait référence et pour en venir à cette comparaison qui est souvent faite entre la naissance de la République française et la naissance de la République américaine. Ce sont deux événements qui ont été à peu près contigus dans le temps. Et voilà, on dit souvent que la Révolution française a peut-être inspiré la Révolution américaine, et peut-être que ça s'est passé dans l'autre sens, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et je voulais aussi dire que dans ces deux événements, les Bretons avaient eu leur importance. Dans la Révolution française, évidemment, puisqu'on dit que la Révolution française a démarré à Rennes l'année précédente, du fait que la noblesse bretonne au Parlement de Bretagne outrepassait un peu ses droits, il y a eu une montée en puissance des idées démocratiques en Bretagne, déjà un an avant que cela ne se passe à Paris, et surtout parce que le club des députés bretons est devenu, comme la plupart le savent, le club des députés jacobins. Et donc là, il y a des députés rennais qui ont eu un rôle très important, dont l'Anjouinet et le Chapelier. Et d'un autre côté, dans la Révolution américaine, les Bretons ont aussi joué leur rôle. Nous sommes partout, comme toute mafia qui se respecte. Et dans la Révolution américaine, en dehors du fait que Lafayette est venu à bord de la Hermione envoyé par Louis XVI, alors évidemment Louis XVI n'envoyait pas Lafayette dans l'idée qu'il allait revenir avec des idées démocrates, puisque Lafayette en venant était assez partant pour une monarchie constitutionnelle. Louis XVI a envoyé Lafayette évidemment pour mettre des pierres dans le jardin du roi d'Angleterre Georges III. Mais plus important pour les Américains, c'est la collaboration active et militaire du marquis de la Rouërie, qui lui était... le domaine de la Rouërie est pas très loin du Mont-Saint-Michel et du côté breton évidemment. Maurice, il est parti de Nantes comme énormément de Bretons qui sont partis s'installer aux États-Unis à ce moment-là et aussi combattre dans les armées américaines. Il faut revoir pour ça les excellents livres du regretté Bernard Lenaille qui a écrit sur ces Bretons engagés dans la Révolution américaine. En tout cas, la Rouërie a eu un rôle très proche de Washington et a même été nommé général en 1778 dans l'armée américaine. En revenant en Bretagne, la Rouërie a voulu combattre par contre la Révolution française parce qu'il estimait que la Bretagne allait y perdre beaucoup. Et donc il a été un des grands responsables de l'association bretonne. Il a essayé il pensait aider la chouannerie militairement et donc aider à structurer les bataillons des Cadoudal et autres chefs chouans bretons, Boisardy, etc. Malheureusement, la maladie l'a emporté et on ne sait pas ce qu'aurait été la Révolution française en Bretagne si la Rouërie avait pu mettre à profit son expérience de la guerre américaine. Donc ça, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, Caroline Olivroy avait fait un billet sur le sujet que vous pouvez trouver sur le site de Brésil Europa. Par ailleurs, quand on parle de la Révolution américaine, de la guerre d'indépendance et de la Révolution française, parfois on dit que l'une a inspiré l'autre, enfin qu'elles sont liées effectivement aux idées mues par les Lumières et les philosophes de cette époque. Mais il ne faut pas oublier que la Constitution américaine a été validée en mars 1789, donc quelques mois avant la Révolution française. Donc si quelqu'un a influencé, si une révolution a influencé l'autre, c'est évidemment plutôt l'américaine qui aurait influencé la Révolution française. Mais ceci dit, le plus important, c'est de se souvenir que les philosophes souvent cités par les républicains français, Voltaire, Rousseau et d'autres, il faut savoir qu'en ce qui concerne Voltaire, il avait été condamné à un exil forcé en 1726 et donc il a vécu à Londres en Angleterre entre 1726 et 1728 et là il a été tout à fait imprégné des idées démocrates qui étaient là déjà en Angleterre
qui passaient dans la société très facilement. Et il avait été surtout surpris qu'il y ait là-bas l'habeas corpus, alors qu'en France on était encore à l'époque des lettres de cachet, d'une justice totalement arbitraire. D'ailleurs Voltaire avait été obligé de partir en Angleterre après avoir été bastonné par les hommes de main d'un Rohan Chabot, encore un breton, et le roi l'avait fait éloigner de la cour et de Paris tout simplement. Il faut savoir qu'en Angleterre, ce qui s'est passé au XVIIe siècle a été très important parce que sous la houlette d'Oliver Cromwell, le roi d'Angleterre a été exécuté en 1641, Charles Ier, et est né là-bas une tentative de république parlementaire, et sauf que, un peu comme Napoléon l'a fait avec la République française, la République anglaise de cette époque est devenue un peu la base d'une sorte de dictature menée par Oliver Cromwell. Néanmoins, la République était déjà née en Angleterre plus d'un siècle avant la France, et ça aussi Voltaire le savait. Donc je crois que dans cette affaire, il faut bien rendre à l'Angleterre sa place dans les idées démocratiques dans le monde. Il faut rappeler également qu'en 1689, c'est-à-dire un siècle avant la Révolution française, qu'elle n'éclate, en Angleterre était promulgué le Bill of Rights, c'est-à-dire la déclaration des droits tout simplement. Et ce Bill of Rights a évidemment influencé la Révolution française, et il a aussi influencé la Révolution américaine, puisqu'il est retranscrit dans le premier amendement de la Constitution américaine. Et donc voilà, c'était pour dire que dans ces deux républiques qu'on appelle les républiques messianiques, parce que par la suite les Français et les Américains vont un peu être les gendarmes du monde, comme l'a été Napoléon, et vont prétendre envahir les autres pays pour leur amener la démocratie ou les droits de l'homme et la civilisation. Alors là, il faut se placer du point de vue de ceux qui se font envahir ou coloniser, ils ne sont pas forcément d'accord avec ça. Mais donc les deux nations messianiques en question ont beaucoup de points communs, mais le creuset de toutes ces idées-là, c'est bien l'Angleterre du XVIIe siècle. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à César, et à l'Angleterre ce qui lui appartient. Voilà, la suite au prochain numéro, et je vous salue sous ce soleil magnifique de Washington. A bientôt. À Galon.